Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons un peu changer euh, de, de sujet. Nous allons voir comment représenter graphiquement certaines fonctions. Donc, certaines fonctions mathématiques. Nous allons voir comment les représenter à l'aide de Python et de librairies principalement, qui sont NumPy et Matplotlib. En gros, l'objectif, c'est de montrer un peu comment il est possible de représenter ces fonctions. Voilà, on sait le faire peut-être manuellement ou à l'aide d'outils mathématiques. Mais là, comment le faire avec un langage de programmation? Il faut se dire que Python a une librairie assez fournie qui permet de- d'aborder un certain nombre de sujets différents. Donc, une large plage de sujets. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la représentation graphique de certaines fonctions. Nous allons utiliser NumPy, comme j'avais dit, et Matplotlib. Voilà. Donc, quelques définitions et quelques explications sur ces différentes librairies. Donc, NumPy, c'est une librairie Python qui supporte les tableaux multidimensionnels et les matrices. Donc, il offre une grande panoplie de fonctions mathématiques pour opérer sur ce qu'on va appeler les NumPy arrays et les matrices. Donc, et vu qu'avec NumPy, on peut représenter des tableaux multidimensionnels et des matrices. Donc, vous voyez, effectivement, nous allons utiliser ces fonctions-là sur voilà, ces structures de données, ce type de structure de données. Et voilà, et beaucoup utilisé NumPy est beaucoup utilisé dans euh, les projets scientifiques. Donc, on va appeler ce qu'on va appeler computations, scientific computation. Voilà. Donc, c'est un package qu'il faudrait installer donc avec la commande pip install NumPy. Il faudra créer un environnement virtuel et installer NumPy. Aussi, Matplotlib. Matplotlib qui est, je dirais, une librairie aussi qui est utilisée pour faire du graphing, pour faire de la représentation graphique. Donc voilà, et donc il est possible de représenter graphiquement de manière statique ou de manière interactive. Donc en matière interactive, il y a possibilité de faire des mises à jour en live. Mais là, on va dire, nous allons nous concentrer sur l'affichage graphique des fonctions. Voilà. Donc il faudrait l'installer aussi en local. Donc. Généralement, pour le projet Python, il est intéressant de se créer un environnement virtuel. Et dans cet environnement virtuel, d'installer les fonctions donc, euh, Python, Python-M, V1, et le nom de ton environnement, où on peut utiliser UV, ou voilà, ça dépend de vous. Il y a plein de tutoriels en ligne qui montrent comment créer des environnements virtuels. Donc, je pense qu'on n'est pas venu pour le faire. Voilà, on peut aborder le sujet rapidement, mais là, on va passer rapidement à la première fonction que nous souhaitons représenter. Donc, ici, pour la première fonction, nous allons représenter graphiquement une fonction de y égale à x. Donc, f de x égale à x, si vous voulez. Donc, y égale à x. Donc, si mathématiquement, cela représente, ça veut dire que pour chaque x, euh, donc, euh, axe, donc x et y, donc les ordonnées, les axes x et y. Donc, x, quand on prend une valeur x sur l'axe des abscisses, sa correspondante sur l'axe des ordonnées est la même. Donc, x égale à 1, y égale à 1. Si x égale à 2, y égale à 2.
Donc, on a ce qu'on appelle une fonction identitaire, non, identity function. Et voilà, si vous prenez ça, c'est NumPy. Donc, si vous avez vu, j'ai dit NumPy as NP. Donc, c'est une convention qu'on a en Python. Et pyplot.plt. Voilà, pour ne pas écrire tout ce long, tout- toute cette longue chaîne. Voilà, on crée des alias et vous pouvez les utiliser facilement. Et np.arrange, np.arrange, donc c'est une fonction qui est représentée au niveau du NumPy qui te permet de générer des données dans un tableau. Donc, voilà, qui est nvarray. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il te retourne des données selon un intervalle précis. Alors, donc là, on a quoi au niveau de la fonction? Qu'est-ce que la fonction prend comme paramètre? Le début, où s'arrêter, et le step. Donc, c'est des trucs importants. Dans le sens où, par exemple, là, quand je dis np.arrange 0,11,1, je dis, prends-moi des éléments entre 0 et 11. Voilà. Euh, Généralement, le stop, il n'est pas pris, il n'est pas inclus, finalement. Le stop, il n'est pas inclus donc ça veut dire que là, j'aurai des éléments de 0 à 10. Le 11, il n'est pas inclus. Et le step, c'est-à-dire à combien j'incrémente. Donc, si je pars de 0, donc 0, 1, 2, 3, donc à chaque fois, j'incrémente de 1. Si je lui dis, euh, si je lui dis step 2, à chaque fois, il va incrémenter de 2. Donc, il va dire 0, 2, 2, 4, 6, 8. Donc là, comme je disais, euh, y est égal à x. Ça veut dire que pour chaque x sur l'axe des abscisses, on a un y correspondant. Donc la valeur de x est égale à la valeur de y. Donc là, vous voyez que on ne fait que réassigner le tableau qu'on aura généré à partir de cette ligne ici. Donc x va être égal à y. Juste pour en être sûr, on va juste le loguer console pour vérifier qu'effectivement nos données sont parfaitement identiques. Et ensuite, on va appeler plt, donc pyplot.plot. Pyplot.plot voilà, va nous permettre ici d'afficher euh, nos éléments dans un graphe. Et voici c'est une méthode une fonction de pyplot. Voilà. Et cette méthode prend des éléments en paramètres. Donc, des éléments en paramètres. Donc, on a, après, on peut définir différents éléments, les scales et tout. Donc, là, on passe notre x et notre y. Et ensuite, on donne un titre. C'est assez simple à utiliser. On donne un titre à notre graphe. Et après, on lui spécifie voilà, des labels, des légendes. Donc, on dit la légende au niveau de l'axe des abscisses, c'est values of x. Et la légende au niveau de l'axe des ordonnées, c'est values of y. Voilà. Donc, lorsque vous serez dans un cas, par exemple, sur un projet où vous avez une représentation à faire, voilà, c'est comme ça qu'on utilise ces packages avec leur méthode. C'est assez simple à utiliser. Voilà. Donc là, nous allons simplement vérifier comment ça s'affiche. Voilà, donc comme je disais, là, on a effectivement x, x qui est un tableau, qui est égal à y, donc une fonction identitaire, donc identity function. Et en termes d'affichage, c'est ce que ça donne. Donc on verra que voilà ce qui est assez intéressant. Donc là, comme je dis, on n'a pas 11, on s'arrête à 10.
Donc, et on a la possibilité, bah, ouais, c'est assez intéressant. Mais on se rend compte quand même que quand on prend, si là on essaie de rejoindre le graphe là, à partir des 10, on prend 10, on essaie de connecter avec le graphe là, et 10 et on connecte ici, on se retrouve à 10. Donc on a 10 qui est sur l'axe des abscisses, l'axe de x, qui est égal à 10 ici, 0 aussi. Donc si tu prends 2, tu connectes, tac, et à 2, puis à 2. Voilà, c'est assez intéressant. Et si vous allez vous rendre compte que ici en bas à droite, voilà, voilà, quand j'essaie de, voilà, quand j'essaie donc on a la position de la souris en fait sur par rapport au graphe. Voilà. Donc, on a notre identity function. Nous allons passer à la deuxième fonction qui est, alors, bah, on va reprendre avec la fonction quadratique, continuer plutôt. Et la fonction quadratique, comment elle est représentée? Elle est représentée par y qui est égal à x au carré plus bx plus c. Voilà, simple, simplement. C'est quelque chose qu'on a vu au lycée. X est égal à nprange. Je connais un peu comment fonctionne nprange. Donc on a le start, la valeur de départ, la valeur euh, à laquelle on s'arrête et le step qui définit l'incrément. Donc là, on définit A, B et C qui sont des constantes par 2, 9, 10. Et voici un peu comment ça se représente. Cette fonction-là, x au carré plus bx plus c. Donc a multiplié par x au carré. Ça représente les deux astérisques pour représenter x au carré. Euh, b plus b multiplié par x plus c. Ensuite, de manière classique, on affiche nos tableaux dans la console pour vérifier les valeurs. On passe les tableaux à matplotlib, donc à la fonction plot. Ensuite, on définit les titres et les légendes. Donc, c'est tout ça fait partie des légendes de la X label, Y label. Donc, le X label pour l'axe des abscisses et le Y label pour l'axe des ordonnées. Et ensuite, on fait un plt.show. Juste vérifier notre fonction. Voilà. Du coup, voici notre tableau. Nos deux tableaux, donc X et Y, avec les valeurs représentées. Donc là, on a les valeurs originales qui ont été générées par nprange. Et au niveau d'Y, on a les valeurs correspondantes qui, après être passées dans la fonction quadratique, donc de ax au carré plus bx plus c. Et au final, on a notre graphe. Voilà, c'est assez intéressant. Ensuite, nous allons passer à la troisième fonction. Alors, notre troisième fonction qui est, on va pas réexpliquer pareil et tout. Et notre troisième fonction qui est une fonction cubique, type cubique. Donc, d'ordre 3. Là, on a y qui est égal à ax carré plus bx carré plus cx plus d. Lesquels a, b, c, d sont des constantes. On définit on définit a, b, c, d. Et là, y qui va être représenté de la sorte. C'est assez simple à représenter pour l'instant. Donc a multiplié par x au cube, x exposant 3, plus b multiplié par x au carré, plus cx, c'est multiplié par x, plus d. Classiquement, c'est assez simple.
Ensuite, on va voir ce que ça donne au niveau de notre tableau de la console. Voilà. Donc, ici, on a les valeurs originales générées par le np.arrange. Et là, on a les valeurs en sortie après être passé dans la fonction cubique. Et derrière, on a notre fonction. C'est assez simple pour l'instant. Alors, faut dire que pour l'instant, les données qui sont générées, c'est pas des données factuelles, c'est juste une représentation graphique simplifiée pour un peu démontrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, pour dire que bah, si vous avez une fonction de cet ordre, de ces différents types qui se ressemblent, voilà, vous aurez des représentations graphiques similaires. Donc 4, ça va passer à la fonction logarithme. Donc une fonction, bon, on a vu tout ça un peu à l'école, comment comment ça se représente. Alors, faut dire que là, NumPy nous aide beaucoup parce que NumPy, il a déjà défini son sein une fonction logarithme. Il y a la possibilité d'aller voir comment elle est implémentée. Il a beaucoup de choses assez intéressantes ici. Il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Oh, oh. Voilà. Alors, vous pouvez aller explorer, vous pouvez aller explorer, vous pouvez aller explorer. Donc, NumPy nous facilite la tâche. Donc, on n'a pas besoin de redéfinir mathématiquement comment ça se présente. Donc, c'est pourquoi le Python, il est beaucoup aimé, beaucoup utilisé parce que il facilite un peu la tâche dans certains cas. Voilà. Surtout pour des petites expérimentations comme laquelle que nous sommes en train de faire. Donc, dans la console, voilà. Donc, dans la console, voici nos éléments. Et là, le step, il est assez marrant. Après, vous pouvez tester, faire des expérimentations et tout. Voilà. Donc, au niveau de la console, voici notre tableau initial et notre tableau après être passé dans la fonction logarithme. Et derrière, alors, voici à quoi ça ressemble. Si on se rappelle un peu de comment c'était à l'école et tout, on se rend compte que jusqu'à présent, on respecte quand même les représentations graphiques qu'on avait vues. Il faut signaler aussi que le step, en fait, il a été pris exprès parce qu'on se rend compte que même au niveau, ça monte, ça grimpe très vite en termes de valeur. Donc, pour rester dans le cadre visuel, pour qu'on puisse visualiser la chose, donc on part sur des petites valeurs pour ne pas sortir des cadres. Mais c'est assez intéressant de faire des expérimentations aussi. Voilà. Hum. Ensuite, nous allons aller pour la cinquième fonction qui est, bon, là, on va aller un peu plus vite. Ah, donc encore une fonction logarithmique, mais base 10. Voilà. Donc on a nos valeurs de x et nos valeurs de y. Et voilà.
Donc elles sont assez similaires en termes de représentation. C'était quand même dans le même ton. Donc NumPy, quand même, il a énormément de fonctions utiles. Ça, ok. Donc là, c'est la fonction exponentielle. Je pense avoir oublié. Là, c'est la fonction exponentielle. Donc là, vous voyez que même au niveau des NumPy, il y a aussi une méthode, donc exponentielle, pour calculer l'exponentielle de n'importe quel élément. Voilà. Là, quand on fait np.xp, ce que j'ai pas expliqué, ou quand tu fais np.log i ou np.log, ce genre de choses, en réalité, vu que là, on a déjà un tableau qui est généré, donc quand tu le passes, il te calcule pour chaque élément du tableau. Donc, il fait exponentielle de chaque élément du tableau X. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? C'est intéressant. Et on se rend compte que, voilà, plus on avance, plus les valeurs. Voilà, c'est exponentielle grimpe rapidement. Après, le logarithme, on va dire, c'est différent, c'est un peu comme ça. Ah, si tu graphes le logarithme et tout, ça fait une forme géométrique assez intéressante. Voilà. Là, on voit qu'on a des valeurs 10 000, 6 000, mais ça monte assez vite, assez raide comme. Alors, en 7, nous allons voir. Donc, euh, General Exponential Function. Alors, si c'est ça, normalement, c'est comme ça. Je me suis trompé. Voilà. Donc, on a une constante. Et la constante, elle est exposant x. Donc, exposant x, donc ça veut dire que si x égale à 2, donc ça fait a au carré égale à 3a au cube, a exposant 4, ainsi de suite. Voilà. Et comme vous allez le voir, en termes de valeur, donc exponentielle, donc c'est un peu, on va dire, similaire à fonction exponentielle. De toute façon, la fonction exponentielle, le e, c'est une constante qui est égale à 2. Bon, j'ai plus la valeur, on verra, on cherchera, mais c'est une constante, le e. Donc, euh, on a les valeurs de x et de y. Et derrière, on voit que c'est similaire à la fonction exponentielle qu'on avait. Voilà. La seule différence ici au niveau des valeurs. Vu que là, au niveau de si a égale à 8, donc en fonction de l'exponentielle, de la valeur de x, qu'on a différentes valeurs. Donc, ici, on aura quoi? 8 exposants. Pratiquement c'est moins 10, moins 10. X exposant moins 11, x exposant 10, x exposant. Ouais.
Voilà. Maintenant, on va passer à la prochaine. Ça commence à devenir un peu long, je pense. Aller un peu plus vite. On est pratiquement à la fin. Alors, la fonction signum function. Je veux bien. Alors, signum function. Ok. Ah bon, un peu comme sinus et tout. Signum function. Les valeurs sont entre -1 et 1. Généralement, ça va être beaucoup utilisé dans quoi? Le signe des real numbers. Donc, comment on représente cette fonction? Alors, encore là, NumPy nous sauve. NumPy nous a déjà défini ça. Et il y a la définition des signes. Donc, lorsque vous allez réessayer cela, vous pouvez lire, allez voir la définition, comment ça fonctionne. C'est intéressant. Après, il y a certains dont on n'a pas forcément besoin au jour le jour parce que seulement utilisé dans certains cas spécifiques. Donc ça dépend vraiment. Voilà. Donc vous voyez pour ces valeurs-là qu'on a définies dans notre tableau. Donc -1 de -1 à 11 et en step de 0.001. Vous voyez que les valeurs, on a -1, on a -1, et ça donne une représentation assez intéressante. C'est assez marrant. Ça fait un genre de. Ça essaie de retourner aux. Ouh, une demi-croix gammée. Attention. Pas être banni. Ok, alors on continue avec sinus. Sinus, fonction sinusoïdale. On connaît un peu tout ça. Alors, fonction de type A multiplié par sinus de bx plus c. Donc, A, B, C est constante. X. Donc on va définir ici le step. Et on a le sinus. Sinusoïdal. Ça rappelle comment ça se représente à peu près. Donc on va pas revenir sur ça, comment ça se met, on va visualiser. C'est intéressant de visualiser à ce stade. On va un peu nettoyer. Donc on va voir au niveau de la console quelles sont les valeurs qu'on obtient. Donc de X. Donc, X, on est habitué à X. Donc on est habitué déjà à cette représentation. Et derrière, donc, vous pouvez jouer, vous pouvez changer en fait ces valeurs. Voilà, pour un peu le résultat. Et en sortie, on a Y qui est égal à ça. Y, dont la valeur est déterminée après être passé dans cette représentation de fonction. Donc, cette méthode. Donc on a NP dot signe
qui est une méthode déjà définie dans NumPy, qui nous aide beaucoup. C'est pourquoi on utilise NumPy. Et Matplotlib pour faire du graphing. Sinon, on sera obligé de tout coder, ça prendra du temps. Ça peut être intéressant aussi de recoder ce genre de choses. On verra. En Python, je pense que ça serait assez intéressant de le faire, juste pour la compréhension, donc pour aller un peu plus en profondeur des choses. Et voilà comment ça se représente notre fonction. Comme j'avais dit, c'est intéressant. Euh, Alors quand je passe sur les différentes représentations, vous pouvez juste mettre pause, copier le code et représenter vous-même. Ça peut être intéressant. Ensuite, en 10, dixième fonction, là on va sinus cardinal en utilisant un signal processing et tout. Comme d'hab, NumPy il nous fait bien quoi. Il nous représente les choses. Donc le signe si et fonction is equal to, donc on a sinus de px, donc pi multiplié de px, or any argument. Take the limit value 1 making sync C not only everywhere continuous but also indefinitely differentiable. C'est des fonctions utilisées dans des cas assez précis. Ça, c'est des fonctions un peu rares. Je pense qu'on ne voit pas tout le temps. Ça dépend du domaine. Ça dépend vraiment du domaine. Mais en termes de représentation. Donc, voilà notre tableau, notre X, nos valeurs de X et nos valeurs de Y. Qui dessinent ici. Et c'est comment ça se représente. C'est intéressant. Donc, on a un peu de sinusoïdal. Voilà, là, il y a un pic. Descend, après ça se stabilise. C'est assez intéressant. Donc jusque là, on voit que euh, en termes d'utilisation, donc ça NumPy, Matplotlib, on a utilisé quoi NumPy pour juste faire le NP arrange ou des fois on a changé un peu les valeurs de départ de fin et le step, le pas, la valeur du pas, donc l'incrément. Et on a changé aussi des fois, on a appelé des méthodes donc, qui sont déjà définies dans NumPy, donc qui sont np.sync, np.syn, voilà, np, donc, log 10, log, voilà, quoi d'autre, sign, ok. Mais derrière, côté PyPlot, c'est resté la même chose, on n'a rien changé. On a toujours les titres X, Y, on passe toujours dans plot les valeurs de X et Y. Donc c'est assez simple à utiliser. C'est assez simple à utiliser. Absolu. Et enfin, le dernier, donc hyperbolic function. Donc, toujours la même chose, donc np.arrange la cos h, donc cos h, donc hyperbolic function, donc cosinus hyperbolique. Donc cos h qui encore est défini par NumPy. Et là, il nous dit c'est équivalent, voilà. Donc écrire cos h, ça équivaut à écrire ça. Et derrière, en fait, lui, il nous fait la représentation de tout ça, en fait. Et c'est assez intéressant. Euh, Linspace, on aurait pu utiliser Linspace au lieu de np-arrange. On aura des cas où, des exemples où on pourra utiliser Linspace. Mais en gros, il te génère aussi un tableau.
verra peut-être dans les détails. Euh, alors, c'est grave. Voici X et voici Y. Regardez les valeurs en sortie, c'est grand quand même. Je pense qu'on avait une fonction comme ça, on avait 10 000, je pense, et on a un truc de ce genre. Hyperbole. Voilà. Alors, ce qu'on peut retenir rapidement, voilà, donc NP range pour définir, pour avoir des valeurs, pour générer des valeurs aléatoires. Et ensuite, des fois, en fonction de la fonction qu'on veut représenter, je pense qu'il y a toute une panoplie de fonctions qui sont déjà représentées, qui sont déjà développées et implémentées au niveau de NumPy. Il suffit de faire np dot et on aura np dot absolu. Voilà. On a plein, max, amine, angle, on a plein de trucs. Cosinus, cosinus hyperbolique, axine, axine H, arctangent, arctangent 2. Voilà. Il y a plein de choses. Il y a d'autres fonctions qu'on aurait pu, mais voilà, on s'est concentré sur ça. Et ensuite, ça print. Vous devez savoir le faire, c'est pas compliqué. Ensuite, on passe les valeurs au niveau du plot, donc, qui vient du pyplot. Pyplot, plt dot. Et lui aussi, il a d'autres méthodes qui sont définies, qui ont des utilisations diverses. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Voilà, donc ces deux librairies sont assez intéressantes. Au-delà de NumPy et de Matplotlib, il y a aussi Pandas. Il est aussi beaucoup utilisé en data science, donc, scientific computing. Donc c'est assez simple à utiliser, le titre, les labels, les légendes et ainsi de choses. Voilà. Merci, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.